21 juillet 1944, un peu après 8 heures du matin. Au-dessus du petit village de Vassieux en Vercors, le ciel est clair. On distingue quelques nuages effilés qui glissent au-dessus du plateau. Les habitants, eux, entendent d'abord un grondement sourd, lointain, qui se rapproche. Depuis des mois, ils ont appris à reconnaître le bruit des avions. Les bombardiers allemands passent parfois au-dessus du massif. Les chasseurs survolent l'école. Mais ce matin-là, le son est différent, plus grave, plus continu. Des silhouettes apparaissent dans le ciel. Pas des bombardiers en formation, pas des escadrilles serrées, mais des appareils remorqueurs, suivis d'engins plus petits, étranges, comme des oiseaux sans moteur. Les villageois commencent à comprendre. Ce ne sont pas des avions, ce sont des planeurs. Ils glissent, silencieux, vers la prairie et les maisons. Sur la piste sommaire aménagée depuis des semaines par les maquisards, certains avaient imaginé voir débarquer des avions alliés, des renforts, peut-être même des troupes aéroportées françaises ou britanniques. Mais ce sont des soldats allemands qui arrivent. Les planeurs DFS 230 se posent en catastrophe, heurtent des murets, arrachent des clôtures. Les portes s'ouvrent. Des parachutistes, des chasseurs de montagne, des soldats de compagnie disciplinaires bondissent dehors, armes au poing. Très vite, les premières rafales claquent. Quelques maquisards, postés près de la piste, tentent de résister. Ils tirent avec des fusils, des mitraillettes, parfois avec des armes récupérées sur de précédentes opérations. Mais la surprise est totale. La puissance de feu adverse écrasante. Le combat, bientôt, se transforme en massacre. Dans les rues, des habitants sont abattus devant leurs maisons. D'autres se cachent dans les caves, entendent les bottes sur les planchers, les cris, les incendies qui éclatent. Pour comprendre pourquoi, ce matin-là, un village de montagne devient soudain un champ de bataille, il faut remonter en arrière, plusieurs années avant que les planeurs ne se posent sur l'herbe. Avant la guerre, le Vercors est un massif calcaire, entre l'Isère et la Drôme. Vu de la vallée du Rhône ou de Grenoble, le plateau ressemble à une forteresse naturelle. Des falaises abruptes, des gorges profondes, des routes étroites qui serpentent à travers des pas. Le pas de la Balme, le pas de l'Aiguille, les grands goulets. En haut, un vaste plateau de forêts, de pâturages, de villages dispersés. Depuis longtemps, les gens d'ici vivent de l'agriculture, de l'élevage, un peu de tourisme. Le relief, déjà, inspire aux militaires quelques idées. En 1940, certains officiers y voient un possible réduit. Un endroit où, en cas de défaite, l'armée française pourrait se replier. La défaite, justement, tombe en juin 1940. L'armistice est signé. Le régime de Vichy s'installe. Le Vercors se retrouve d'abord en zone dite libre. Puis, après novembre 1942, les Italiens occupent la région. Plus tard, en septembre 1943, ce seront les Allemands qui prendront le relais. Pendant un temps, la guerre semble lointaine. Les grandes batailles se déroulent ailleurs, mais les décisions prises à Vichy et à Berlin vont, peu à peu, faire du massif un enjeu. Dès 1941, des opposants au régime commencent à se retrouver discrètement sur le plateau. Il y a des instituteurs, des médecins, des élus locaux, quelques anciens combattants de 14 à 18, des militants socialistes ou radicaux. Ils tiennent des réunions dans des cafés, dans des fermes isolées. On parle de diffuser des tracts, d'aider les prisonniers évadés passant par la région. Le nom de Vercors commence à circuler dans les réseaux de résistance de Grenoble et de Lyon, comme un lieu possible de refuge. En 1942, un architecte montagnard, Pierre Dalloz, rédige un document qui va prendre une importance singulière. Il y décrit, avec précision, les possibilités militaires du Vercors. Pour lui, le plateau peut servir de base d'opération pour un futur débarquement allié dans le sud de la France. On pourrait y installer un aérodrome, y concentrer des maquisards,
y recevoir des parachutages massifs, voire des troupes aéroportées. L'idée séduit certains responsables à Londres et à Alger. Le projet, baptisé plus tard Montagnard, n'est pas entièrement validé ni rejeté. Il demeure en suspension, comme une hypothèse stratégique. Pendant ce temps, la réalité du terrain évolue. En février 1943, le service du travail obligatoire est instauré. Des dizaines de milliers de jeunes Français sont requis pour aller travailler dans les usines du Reich. Beaucoup refusent. Certains se cachent en ville, d'autres prennent le maquis. Le Vercors, avec ses forêts et ses falaises, devient un de ces lieux où l'on monte, pour disparaître. On arrive par petits groupes, en suivant des chemins indiqués par la rumeur. Là-haut, on s'organise. Sur le plateau, des camps se forment. Ambel, la Luire, Darbounouz, le col de la Chaux, Méaudre, Corançon. On dort sous la tente, dans des granges, parfois dans des grottes. Les hommes portent des vêtements civils, quelques pièces d'anciens uniformes, des brassards. Ils reçoivent des armes au compte-gouttes, via des parachutages alliés. L'un des premiers parachutages importants a lieu à l'hiver 1943 sur la prairie de Darbounouz. Dans la neige et le vent, des conteneurs d'armes tombent du ciel, accompagnés parfois d'instructeurs. Tout n'est pas parfaitement organisé. Certains conteneurs se brisent, d'autres sont mal répartis. Mais le signal est là. Le Vercors existe aux yeux de Londres. Un officier, Alain Leray, évadé d'un camp de prisonniers, prend en main la structure militaire. Il réorganise les camps, insiste pour que les gros rassemblements se transforment en petits groupes mobiles, plus difficiles à repérer. Le massif est divisé en secteurs, avec des chefs, des liaisons radio, des caches d'armes. En parallèle, dans les villes proches, Grenoble, Romans, Valence, des compagnies d'attente se forment. En cas d'insurrection générale, ces hommes doivent rejoindre le plateau avec armes et matériel. Les autorités d'occupation, elles, ne restent pas inertes. En 1943, l'Italie capitule. Les troupes allemandes prennent la place, plus dures, plus efficaces. Elles lancent des opérations dites de nettoyage contre les maquis. En janvier, un premier coup dur frappe Malval et les Grands Goulets. Les Allemands attaquent, détruisent des maisons, tuent des résistants. En avril 1944, la milice française, accompagnée de troupes allemandes et de gendarmes, monte une opération à Vassieux en Vercors. Fermes brûlées, habitants arrêtés, torturés, certaines personnes déportées. Le village découvre brutalement ce que peut coûter la présence d'un maquis. Pour les responsables du Vercors, chaque opération de ce type confirme une chose. Ils ne pourront pas rester indéfiniment dans l'ombre. Le plateau est trop visible, trop symbolique. La question n'est plus de savoir s'ils combattront au grand jour, mais quand. Au printemps 1944, l'organisation se consolide. Le commandement militaire change. Leray, contesté après quelques opérations mal coordonnées, est remplacé, après un passage de Narcisse Gaillard, c'est finalement un officier de carrière, François Huette, qui prend la tête du Vercors, sous le pseudonyme de Hervieux. Il connaît la montagne, la guerre régulière, la résistance. À ses côtés, l'autorité civile est incarnée par Eugène Chavant, Clément, caféier grenoblois, devenu un des pivots de la lutte dans la région. L'attente d'un débarquement allié grandit. On écoute la BBC clandestinement. Certains messages codés sont connus à l'avance, préparés. On sait qu'un jour, certaines phrases signifieront l'ordre d'entrer en action.
L'idée sur le plateau est claire. Lorsque les Anglo-Américains débarqueront dans le sud, le Vercors devra verrouiller les hauteurs, couper les communications allemandes, servir de base arrière. Le 6 juin 1944, la nouvelle tombe. Les Alliés ont débarqué. Non pas en Provence, mais en Normandie. Dans la nuit, la BBC a diffusé plusieurs messages codés, dont un qui, pour certains responsables du Vercors, correspond au signal attendu. L'interprétation exacte fait débat, mais la décision est prise. Le Vercors se découvre, les barrages sont dressés, les brassards FFI sortent au grand jour, les routes d'accès sont contrôlées, les postes de gendarmerie basculent. En quelques jours, les effectifs explosent. Des volontaires montent de toute la région. Des jeunes qui avaient reçu l'ordre de partir en Allemagne prennent le maquis. Des ouvriers, des étudiants, des paysans, des cadres, des cheminots. On estime qu'en juin et juillet 1944, environ 4000 hommes se trouvent intégrés aux forces du Vercors, auxquels s'ajoutent des renforts potentiels dans les vallées. Certains sont peu entraînés, certains n'ont jamais tiré un coup de feu. On essaie dans l'urgence d'organiser des sections, des compagnies, des postes de défense. Sur le plateau, la vie change de visage. Des affiches apparaissent sur les murs. Décision du comité de libération, réquisition de véhicules, consignes pour la population. Les maquisards installent des barrages à l'entrée des villages. Ils contrôlent les papiers, ouvrent les coffres, fouillent les camions. Les habitants, qui les soutiennent souvent depuis des mois en secret, les voient maintenant circuler en plein jour, armés, parfois en uniforme disparate, parfois coiffés de bérets FFI. Des responsables civils s'installent dans des bâtiments officiels. Le 3 juillet 1944, devant le commissaire de la République Yves Farge, venu depuis la zone contrôlée par le gouvernement provisoire, on officialise ce qui est déjà une réalité. Le Vercors est déclaré « territoire libéré ». Dans les discours, certains parlent même de « République du Vercors ». Cette atmosphère culmine le 14 juillet 1944. Pour la première fois depuis l'armistice, la fête nationale est célébrée en plein jour, sur un territoire encore officiellement occupé par l'Allemagne. Sur le plateau, on défile, on écoute des discours, on chante. À Vassieux, ce 14 juillet marque aussi une autre scène, spectaculaire. En milieu de journée, des avions alliés apparaissent dans le ciel. Ils viennent larguer un parachutage massif de matériel. Plus d'1 millier de conteneurs d'armes, de munitions, d'explosifs, de matériel radio. Les habitants, les maquisards, assistent à ce spectacle aérien avec un mélange de joie et de soulagement. Pour beaucoup, c'est la preuve que les Alliés n'ont pas oublié le Vercors, qu'ils comptent sur lui. On imagine déjà la suite. Des avions qui viendraient se poser sur la piste aménagée, des troupes parachutées, une coordination directe avec des unités françaises et américaines. Mais du côté allemand, ces mêmes signaux sont interprétés tout autrement. Les photos aériennes, les renseignements accumulés, les rapports de la milice, tout converge. Sur le Vercors, un noyau important de résistance s'est constitué. Une zone de plusieurs centaines de kilomètres carrés échappe, de fait, au contrôle de l'occupant. Pour un état-major allemand déjà préoccupé par la situation en Normandie, il n'est pas question de laisser subsister un bastion de guérilla en plein cœur de la zone arrière. La décision est prise de réduire le massif. Le plan s'articule autour d'une opération de grande envergure. Nom de code, Bettina. Elle mobilise des unités d'infanterie, des troupes de montagne, des éléments blindés, de l'aviation et même des troupes aéroportées transportées par planeurs.
L'idée est de frapper vite et fort, en attaquant par tous les accès à la fois, en coupant les voies de retraite, en écrasant la zone par la terreur. Les jours qui précèdent le 21 juillet, quelques signes avant-coureurs apparaissent. Dans les vallées, les mouvements de troupes augmentent. Des colonnes allemandes se concentrent autour de Grenoble, de Die, de Saint-Nazaire en Royan. Des avions survolent plus souvent le plateau. Certains maquisards et chefs locaux s'inquiètent, demandent des directives, s'interrogent sur le maintien de gros effectifs rassemblés sur le massif. Mais l'option choisie reste celle du maintien, de la défense organisée. Les barrages sont renforcés, on creuse des tranchées, on installe des positions de tir. On se prépare. Le 21 juillet 1944, à l'aube, l'attaque se déclenche sur plusieurs fronts. À l'est, des troupes de montagne, des Gebirgsjäger, gravissent les pentes raides des pas. Ils montent de nuit, se faufilent dans les rochers, connaissent les accès. À l'ouest et au nord, des colonnes motorisées s'engagent dans les gorges et les routes étroites, appuyées par de l'artillerie. Au sud, d'autres forces remontent depuis la vallée de la Drôme. Et au centre, comme à Vassieux, les planeurs se posent, ouvrant une brèche en plein cœur du dispositif résistant. Sur les routes, les premiers contacts sont violents. Certains barrages tiennent quelques heures, d'autres craquent rapidement. Les maquisards, qui manquent d'armes lourdes, se battent avec ce qu'ils ont. Fusils, FM, quelques mortiers, parfois des explosifs pour faire sauter des ponts. Dans les gorges, des embuscades ralentissent des colonnes allemandes. Des camions brûlent. Des corps jonchent les bas-côtés. Mais l'ennemi, supérieur en nombre et en armement, progresse. Dans les villages, les scènes se répètent, tragiquement similaires. À la chapelle en Vercors, des habitants sont rassemblés, fusillés, contre un mur qui deviendra le mur des fusillés. Des maisons sont incendiées. Les habitants qui tentaient d'aider les maquisards sont parfois abattus sur place. Ailleurs, des groupes de civils, pris pour des résistants, sont exécutés collectivement. Au sud-est du plateau, la grotte de la Luire abrite un hôpital de fortune. Depuis des semaines, on y a transféré des blessés du maquis. Des hommes qui ne peuvent plus marcher, mais qu'on a préféré cacher loin des villages. Des médecins, des religieuses, des infirmières y travaillent, dans la pénombre, au milieu des stalactites et de l'humidité. Le 27 juillet, les Allemands découvrent la grotte. Ils y trouvent des dizaines de blessés, allongés sur des brancards de fortune, des pansements, quelques armes. Les blessés qui sont identifiés comme maquisards sont exécutés ou déportés. Des soignants sont arrêtés, certains fusillés. L'hôpital clandestin cesse d'exister. Pendant ces jours de juillet, le commandement du Vercors tente d'adapter la stratégie. François Huet, qui s'est installé au col de la Chaux, voit les positions tomber les unes après les autres. Les communications radio sont difficiles, les liaisons coupées. Il finit par donner un ordre crucial: la dispersion. Le Vercors, tel qu'on l'a conçu comme réduit, ne peut plus tenir en tant que front compact. La consigne devient décrocher, filer par groupe dans les bois, se cacher, reprendre la lutte plus tard, sous forme de maquis dispersés. Cet ordre, parfois, arrive trop tard. Des unités, encerclées, sont capturées en bloc. D'autres parviennent à s'échapper en se laissant glisser sur les pentes, en se cachant dans les forêts, en franchissant de nuit des lignes allemandes. Pour beaucoup, la descente du plateau se fait dans la faim, la soif et la peur, avec des patrouilles ennemies qui fouillent ravins et sentiers. À la fin de l'opération, le Vercors est dévasté.
Le nombre des morts donne une idée de l'ampleur du choc. On estime à environ 639 le nombre de maquisards tués, auxquels s'ajoutent plus de 200 civils. Des centaines de maisons ont brûlé. Vassieux en Vercors, en particulier, a été quasiment rasé. Sur les 400 habitants, plus de 70 ont été tués. Les ruines fumantes, les carcasses de planeurs éparpillées, les cadavres encore dans les rues, tout cela donne à la scène l'allure d'un champ de bataille que rien ne laisse deviner depuis la vallée. Pourtant, malgré cette destruction, le Vercors ne disparaît pas entièrement comme centre de résistance. Des groupes survivants se reforment. Certains rejoignent d'autres maquis dans le Diois, dans le Trièves, dans les Bauges. Quand le 15 août 1944, les Alliés débarquent enfin en Provence, une nouvelle vague d'espoir traverse la région. Les forces allemandes doivent reculer, se replier vers le nord. Les résistants des montagnes redescendent. Ils participent à la libération de villes comme Grenoble, Valence, Romans. Des hommes qui ont combattu et parfois échappé au Vercors se retrouvent, quelques semaines plus tard, à défiler dans des villes en liesse. Après-guerre, l'État français reconnaît le sacrifice consenti par le Vercors. Vassieux en Vercors reçoit la Croix de la Libération, distinction rare, accordée à quelques communes seulement. C'est un geste symbolique fort, qui place ce village dévasté dans le cercle restreint des lieux considérés comme ayant incarné, au plus haut niveau, l'esprit de résistance. Sur le plateau, des monuments sont érigés. Au-dessus de Vassieux, une nécropole nationale est aménagée. Des rangées de croix blanches s'y alignent, portant les noms de maquisards, d'habitants, parfois des mentions inconnues. Non loin, les restes d'un planeur allemand sont conservés, comme figés dans l'instant où il a touché terre. Plus haut, au col de la Chaux, un mémorial de la résistance est construit dans la roche. On y raconte, par des documents, des films, des objets, l'histoire qui s'est déroulée sur ce plateau. Dans les villages du Vercors, les traces matérielles de 1944 ont, pour beaucoup, été effacées par la reconstruction. Les maisons ont été rebâties, les routes modernisées. Mais dans certains murs, des impacts restent visibles. Dans certaines clairières, une stèle rappelle le lieu d'une exécution, d'un parachutage, d'un combat. Les habitants, longtemps, ont transmis cette mémoire par des récits familiaux, des commémorations, des cérémonies du 21 juillet. L'histoire du Vercors pendant la Seconde Guerre mondiale se déplie ainsi entre deux images. D'un côté, celle d'un plateau transformé en bastion de résistance, avec ses barrages, ses drapeaux, ses maquisards organisés en bataillons FFI, une administration clandestine, un 14 juillet célébré au grand jour alors que le reste du pays est encore occupé. De l'autre, celle d'un massif encerclé, attaqué de toutes parts par une armée régulière, avec l'aviation, l'artillerie, les planeurs, et des villages soufflés par la violence de la répression. Entre ces deux images, il y a une chronologie précise, des décisions, des erreurs, des calculs, des convictions, des illusions parfois, des actes de courage individuels et collectifs. Un architecte qui, en 1942, trace une carte en imaginant une base aéroportée dans les montagnes. Des chefs résistants qui, en 1943 et 1944, structurent des camps, négocient des parachutages, tentent de lire dans les messages de la BBC les intentions des Alliés. Des habitants qui, en ouvrant leur grange à un groupe de maquisards, savent qu'ils risquent la prison, la déportation, la mort. Des soldats allemands qui, en juillet 1944, appliquent une stratégie de terreur pour briser une zone insoumise.
Tout cela compose l'histoire brute, sans commentaire ajouté. Un matin de juillet, des planeurs allemands se posent à Vassieux en Vercors. Les jours suivants, les colonnes montent par les gorges, les troupes de montagne par les pas, les combats, les exécutions, les incendies, la dispersion des maquisards. Puis, quelques semaines plus tard, les mêmes montagnes, traversées par des unités alliées et des résistants, victorieux. Le Vercors ne devient pas la base aéroportée rêvée par certains stratèges. Il devient autre chose. Un épisode où un morceau de territoire français, transporté un temps dans une temporalité de libération anticipée, a payé très cher le choix de vivre au grand jour ce que d'autres vivaient encore dans la clandestinité.